installé, que vous avez le gosier bien hydraté. Voilà, on est là pour passer un moment ensemble. On est dans un dispositif très intime. Et ça tombe bien parce que ce soir on va être plutôt dans quelque chose de très intérieur. Non pas de recueilli, mais on va un petit peu partir dans nos pensées. On va un peu s'élever comme ça, nos têtes vont s'élever comme des bulles. On va partir loin sans bouger de notre chaise. Et alors les drag queens, souvent entre elles, quand elles sont en performance, elles disent ne sois pas trop dans ta tête. Soit avec nous, soit pas trop dans ta tête. Mais là, l'intérêt ce soir, c'est qu'on va être dans la tête des personnages. Justement, on va être dans des espèces de plongées en soi. Et pour la littérature, là, pour le coup, ça peut être très riche et très intéressant. Et pour démarrer la lecture, on l'a déjà fait pour une autre lecture. On va démarrer avec Virginia Woolf, qui est quand même la reine pour se plonger dans ses pensées. Elle a d'ailleurs théorisé quelque chose en littérature qui s'appelle le flow of consciousness, le flot de conscience. Et souvent, on prend comme point de départ un personnage qui va laisser se dérouler ses pensées comme une sorte de rivière qui va couler sur lui. Et donc vont se mélanger à la fois les pensées, les observations de l'extérieur, mais aussi tout ce qui va lui venir de souvenirs, de réflexions, de réactions par rapport à ce qui l'entoure, et aussi d'introspection. Donc c'est une espèce de tissage. Et c'est Cathy qui va nous ouvrir du coup cette séance de lecture avec un de ses textes les plus célèbres qui s'appelle Mrs. Dalloway. Et donc elle va nous faire l'ouverture de Mrs. Dalloway. Il y aura un deuxième extrait qui est un petit peu plus loin dans l'histoire. Un petit peu plus loin, exactement. Début du roman. Mrs. Dalloway dit qu'elle se chargerait d'acheter les fleurs. Car Lucie avait bien assez de pain sur la planche. Il fallait sortir les portes de leur gonds. Les serveurs de Rumpelmayer allaient arriver. Et quelle matinée, pensa Clarissa Dalloway, toute fraîche, un cadeau pour des enfants sur la plage. La bouffée de plaisir, le plongeon, c'est l'impression que cela lui avait toujours fait lorsqu'avec un petit grincement des gonds, qu'elle entendait encore, elle ouvrait d'un coup les portes-fenêtres à Bourton et plongeait dans l'air du dehors. Que l'air était frais, qu'il était calme, plus immobile qu'aujourd'hui, bien sûr, en début de matinée, comme une vague qui claque. Comme le baiser d'une vague, vif, piquant, mais en même temps, pour la jeune fille de 18 ans qu'elle était alors, solennel. Pour elle qui avait le sentiment, debout devant la porte-fenêtre grande ouverte, que quelque chose de terrible était sur le point de survenir. Elle qui regardait les fleurs, les arbres, avec la fumée qui s'en dégageait en spirale, et les corneilles qui s'élevaient, qui retombaient, restant là à regarder, jusqu'au moment où Peter Walsh avait dit « Songeuse au milieu des légumes ?» Était-ce bien cela? Ou n'était-ce pas plutôt « Je préfère les humains aux choux-fleurs ?» Il avait dû dire cela un matin au petit déjeuner alors qu'elle était sortie sur la terrasse. Peter Walsh, il allait rentrer des Indes, un jour ou l'autre, en juin ou en juillet. Elle ne savait plus exactement, car ses lettres étaient d'un ennuyeux. C'est ce qu'il disait qu'on retenait. Ses yeux, son couteau de poche, son sourire, son air bougon. Et puis, alors que des milliers de choses avaient disparu à jamais, c'est tellement bizarre, une phrase comme celle-ci, à propos de choux. Elle se raidit un peu au bord du trottoir, laissant passer le camion de livraison de Dortnall. Une femme charmante, se dit Scrop Purvis, qui la connaissait comme on connaît à Westminster les gens qui habitent la maison d'à côté. Elle avait quelque chose d'un oiseau, un jet bleu-vert, avec une légèreté, une vivacité, bien qu'elle ait plus de 50 ans, et qu'elle ait beaucoup blanchi depuis sa maladie. Elle était là perchée, sans le voir, très droite, attendant de traverser. Car lorsqu'on habite Westminster, depuis combien de temps en somme? Plus de 20 ans, même au milieu de la circulation,
ou lorsqu'on se réveille la nuit, on ressent, Clarissa en avait l'intime conviction, une certaine qualité de silence, quelque chose de solennel, comme un indéfinissable suspense. Mais c'est peut-être son cœur, dont on disait qu'il avait souffert de la grippe espagnole. Juste avant que ne sonne Big Ben. Et voilà, cela retentit. D'abord un avertissement musical, puis l'heure, irrévocable. Les cercles de plomb se dissolvaient dans l'air. Que nous sommes bêtes, se dit-elle en traversant Victoria Street. Dieu seul sait la raison pour laquelle nous l'aimons tant, et cette manière que nous avons de la voir, de la construire autour de nous, de la bousculer, de la recréer à chaque instant. Et les mégères informes, les rebuts de l'humanité assis sur le pas des portes, l'alcool ayant causé leur perte, en font autant. On ne peut pas régler leur sort par de simples décrets ou règlements, précisément pour cette raison. Ils aiment la vie. Dans les yeux des gens, dans leur démarche chaloupée, martelée ou traînante. Dans le tumulte et le vacarme, les attelages, les automobiles, les omnibus, les camions, les hommes sandwich qui se frayent un chemin en tanguant, les fanfares, les orgues de barbarie. Dans le triomphe et la petite musique et le drôle de bourdonnement là-haut d'un avion, dans tout cela se trouvait ce qu'elle aimait, la vie, Londres, ce moment de juin. Un autre extrait. Ah, si vous voyiez les jardins de Milan, dit-elle tout haut. Mais à qui? Il n'y avait personne. Ses paroles s'évanouirent, comme s'évanouit une fusée. Ces étincelles, s'étant frayé un chemin dans la nuit, viennent s'y fondre. Le noir descend, vient noyer les contours des maisons et des tours. Les collines ternes s'estompent et s'effondrent. Mais, bien que les formes aient disparu, la nuit en est remplie. N'ayant plus ni couleur, ni fenêtre, elles existent avec d'autant plus de force, elles expriment ce que la franche lumière du jour ne parvenait pas à transmettre. Le frémissement et l'attente des choses rassemblées là, dans l'obscurité. Entassées ensemble dans l'obscurité. Privées du relief que leur apporte l'aube au moment où, lavant les murs en blanc et en gris, rehaussant chaque carreau de fenêtre, soulevant la brume des champs, montrant les vaches d'un brun roux occupées à paître paisiblement, elle permet que tout soit à nouveau exposé à la vue. Existe à nouveau. Je suis seule, s'écria-t-elle, près de la fontaine de Regent's Park, regardant l'Indien avec sa croix. Comme peut-être à minuit, lorsque toutes les frontières sont abolies et que le pays retrouve son aspect ancien, tel qu'il apparut aux Romains, aplati sous les nuages, lorsqu'ils débarquèrent à l'époque où les collines n'avaient pas de nom et où les rivières s'éloignaient en méandres, vers on ne savait où. C'était ce genre d'obscurité. Merci beaucoup. Merci. Tu parlais des vagues tout à l'heure. Ouais, j'ai entendu. Et Désolée. il y a des thèmes évidemment qui se retrouvent pas mal. Et, pour le coup, les vagues, on aurait pu effectivement lire un passage aussi, puisque c'est sacrément envoûtant et méandreux, et on plonge énormément dans les sensations. Et là déjà, avec juste des petits détails, on va pas mal, on va même des millénaires avant. C'est plutôt bienfaisant, je trouve, comme bain de pensée. Dans cette dynamique-là, je vais plutôt tourner mon regard vers le ciel et je vais vous lire un court extrait d'un roman qui s'appelle La Petite Lumière, d'Antonio Moresco. C'est un roman italien qui est assez récent et qui est pas hyper connu en France, mais qui commence à bien se faire lire. Et on est avec un personnage qui, pour une raison dont on ignore, on ne sait pas pourquoi, il se retire dans un petit village en ruine, complètement abandonné de la population, à la campagne. Et il se met à observer ce qu'il a autour de lui.
et il suit le rythme des saisons. Et donc là je vais vous lire un extrait où on sent que quelque chose se prépare. Je ne m'étais pas trompée. Il se passe quelque chose d'énorme dans le ciel, dans ces petits cerveaux de quelques grammes qui traversent l'espace comme des flèches, dans tout ce grouillement d'ailes qui ébouriffe l'atmosphère. Les hirondelles se préparent à migrer. En apparence, elles continuent à mener leur vie habituelle. Comme toujours, elles volent follement, poussant des cris. Elles fendent le ciel, bec grand ouvert, pour ingurgiter des pelletées d'insectes. Comme toujours, elles sortent de leurs 1000 nids invisibles, aériens, dans les chéneaux rouillés et percés, dans les trous entre les pierres et sous les toits écroulés de ce hameau hors du monde dont elles ont pris possession. Comme toujours, elles plongent en vol rasant, au fil de l'eau des abreuvoirs, risquant de s'écraser contre leurs arêtes en pierre. Les hirondelles adultes et celles qui sont nées depuis peu et qui s'essayent à leur premier vol de folie. Et pourtant, il y a une frénésie nouvelle, une excitation nouvelle, un affolement plus grand dans leur comportement. Elles se croisent en des points beaucoup plus hauts dans le ciel, trissent encore plus fort. Qui sait ce qu'elles se disent? Qui sait ce qui se passe au sein de ces nuées de petits corps en vol? Quelle est l'étincelle qui a donné naissance à tout ça? Comment se créent les premières agrégations, là-haut, dans l'espace, durant leurs premiers vols, toujours plus fournis, qui commencent à tournoyer sur ces ruines désertes qu'elles sont sur le point d'abandonner, sans peut-être qu'elles le sachent encore elles-mêmes. Elles descendent en piqué en nombre croissant au-dessus des abreuvoirs, comme si elles faisaient des réserves d'eau avant leur très long voyage vers qui sait où, sortant du petit passage voûté et du coin de la ruelle comme des flèches, et plongeant au ras de l'eau, le bec grand ouvert, entrissant avec des battements de leurs longues ailes affolées. Savoir si elles savent où elles vont, si au moins l'une d'entre elles le sait et réussit à le communiquer aux autres, ou bien si elles s'inventent le voyage pendant qu'elles sont déjà en voyage, dans ces premiers tournoiements démesurés, pleins de myriades de petits cerveaux de quelques grammes qui traversent de part en part le ciel du monde, si serrés qu'on ne comprend pas comment font toutes ces ailes pour battre là-dedans. Elles s'arrêtent de plus en plus nombreuses sur les arêtes des vieilles maisons en ruine, au bord des toits, sur quelques vieilles lignes électriques restées en place. Puis, elles s'envolent à nouveau. On dirait qu'elles reprennent leur vie de tous les jours, on dirait que rien n'a changé, qu'aucun départ n'est en vue, qu'il a été reporté, on ne sait pour quelle raison, pour quelques modifications imperceptibles de la température et de la composition de l'air, qu'elles seules ont immédiatement perçues, vivant si haut dans le ciel. Il semblerait que ce soit encore trop tôt pour partir. C'est encore l'été, mais le jour suivant, tout cet incroyable affolement reprend de plus belle. De nouveaux vols, plus grands, se recomposent en formation effilochée dans le ciel, pour attirer les autres hirondelles encore isolées. Mais aussitôt après, ils se disloquent à nouveau. En quelques instants, chacune prend une direction différente. Mais plus haut, encore plus haut, d'autres vols se forment, et puis d'autres encore, jusqu'à ce qu'on voit soudainement les premiers grands nuages démesurés grouillant d'hirondelles trissantes qui se lancent dans ce voyage fou dont elles ne connaissent même pas la destination. Elles l'ont compris bien avant tout le monde, là-haut, que quelque chose avait changé sur la terre, qu'il se passe quelque chose d'énorme, que l'été se termine, que d'ici peu le ciel et la terre ne seront plus les mêmes, que commenceront l'automne, l'hiver. Merci à vous. Et c'est ça pendant tout le livre, avec tous les éléments de la nature. Et à chaque fois, il s'arrête comme ça pour entrer dans le détail de ce qui est en train de se jouer, millimètre par millimètre. Les fleurs, les choses qui se décomposent. Donc si la langue vous a plu, c'est chez C'est toutes les saisons? C'est toutes les saisons, il passe un an. Il passe un an et il se passe plein de choses. Hein, mais ouais, c'est une saison dans ce village isolé. Et c'est chez Verdier, si vous avez envie de continuer la lecture.
Et du coup, on va continuer en contemplation avec François Cheng, que tu vas nous lire, Caroline. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Tu nous en parlais tout à l'heure. C'est un livre qui parle Moi, c'est le livre par lequel j'ai réussi à comprendre la pensée taoïste, en fait. C'est un aller-retour entre la peinture traditionnelle chinoise et le Tao, on parle aussi un peu de la poésie à certains moments parce qu'il y a des poèmes dans certains tableaux, du coup il parle aussi, il a écrit tout un livre aussi sur la poésie traditionnelle chinoise, mais oui, c'est assez, ça s'appelle Vide et plein. Et plus on avance dans le livre, plus on s'approche du vide et plus on commence à toucher le Tao et à sentir le Tao et à comprendre qu'en fait il n'y a pas de mots pour le décrire, mais que finalement peut-être que la peinture, et en expliquant la peinture, on s'en rapproche le plus. C'est assez... je trouve que c'est une bonne première approche. Bon, il y a un autre bouquin sur le taoïsme qui est bien aussi, mais celui-là... C'est lequel? Le Tao de Pu. C'est le Tao expliqué à Winnie l'ourson et à travers en prenant pour exemple les aventures de Winnie l'ourson. Du coup, c'est super. Ah pardon, c'est Pu, P-O-O-H. Quand je me disais c'est P-U, c'est Pu, je ne connais pas ce philosophe chinois. P-O-O-H. C'est génial. C'est un super philosophe que tout le monde connaît. Mais du coup, à lire, c'est super drôle aussi, mais je sais pas, j'avais les 2 bouquins à la maison, j'ai commencé par Vide et plein, puis du coup, une fois que j'ai lu Vide et plein, je me suis dit, tiens, je vais essayer de lire le Tao de Pu, dans lequel j'arrivais pas à rentrer au départ, et finalement, je me suis avalé les 2, et c'est devenu mes 2 bouquins de chevet, parce que ça se relit, ça se lit, ça se feuillette, ça se lit n'importe où, et on peut replonger dedans n'importe comment, enfin, c'est vraiment génial, ça permet oui, de regarder les peintures ou des kakemonos d'une autre façon après. On n'a plus du tout le même rapport aux choses. Même à la poésie, on n'a pas tout à fait le même rapport au silence, par exemple. Hyper intéressant. Donc voilà, le petit passage que j'ai choisi, c'est un passage qui parle de la perspective, parce qu'en le relisant l'autre jour, je me suis dit, mais en fait, ils avaient inventé le cubisme. et donc... Là, c'est de la peinture qui est ancienne. C'est de la peinture assez ancienne, oui. Et du coup, c'est assez rigolo de voir que oui, dans des peintures assez anciennes, on retrouve une approche de la perspective, enfin de perspectives multiples qu'ont réutilisé les cubistes ensuite au XXe siècle. Enfin, c'est marrant de voir que voilà, ils n'ont pas forcément inventé quelque chose en soi, ils ont juste refait à leur sauce. Donc voilà. Donc je me laisse. La perspective. La perspective est inhérente au canon, disposer souverainement les éléments à peindre, car elle est avant tout, elle aussi, une organisation mentale. Elle se résume en 2 binômes, Li Wai, intérieur-extérieur, et Yuan Qin, lointain-proche, qui disent clairement que tout est affaire d'équilibre et de contraste. Différente de la perspective linéaire qui suppose un point de vue privilégié et une ligne de fuite, la perspective chinoise est qualifiée tantôt d'aérienne, tantôt de cavalière. Il s'agit en effet d'une double perspective. Le peintre en général est censé se tenir sur une hauteur, jouissant ainsi d'une vision globale du paysage, pour montrer la distance entre les choses baignant dans un espace atmosphérique. Il use des contrastes de volume, de forme et de tonalité. Mais en même temps, il semble se mouvoir à travers le tableau, épousant le rythme d'un espace dynamique et contemplant les choses de loin, de près et de différents côtés. Ainsi, les montagnes sont souvent vues à la fois d'une certaine hauteur et de face. Celles du lointain peuvent paraître plus grandes que celles du premier plan. De même, le mur principal et le mur latéral, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de certaines habitations sont montrés en même temps. Rappelons à ce sujet la conception du microcosme-macrocosme.
Le peintre vise à créer un espace médiumnique où l'homme rejoint le courant vital. Plus qu'un objet à regarder, un tableau est à vivre. La double perspective dont nous venons de parler traduit le désir de l'artiste chinois de vivre l'essence de toute chose de l'univers et par là même de s'accomplir. Le grand peintre Guo Xi des Song dit « Il est des paysages peints qu'on traverse ou qu'on contemple, d'autres dans lesquels on peut se promener, d'autres encore où l'on voudrait demeurer ou vivre. Tous ces paysages atteignent le degré d'excellence. Toutefois, ceux où l'on voudrait vivre sont supérieurs aux autres. » Par ailleurs, il dit encore « Tel est le désir provoqué par la peinture. On est tenté de s'engager dans le sentier qui serpente à travers la fumée bleutée, ou de jeter un coup d'œil sur le reflet du couchant dans la rivière paisible. On aimerait vivre l'expérience des ermites dans leur retraite au cœur de la montagne ou se promener parmi les rochers surgis des falaises escarpées. La peinture doit susciter en celui qui la contemple le désir de s'y trouver et l'impression du merveilleux qu'elle engendre. La dépasse, la transcende. Merci beaucoup. Merci. Tu nous as appris plein de notions. Puis après, il parle du vide plus, mais voilà, c'est bon courage. Mais non, mais c'est une belle introduction. Tu parlais de lointain proche. C'est rigolo puisque je vais vous lire un petit passage d'un recueil d'Henri Michaud qui est compilé dans cette édition de la NRF et ça s'appelle Lointain intérieur. Et on va continuer à descendre dans le regard et dans la perception et je vais vous lire un poème qui voilà, on pourra en discuter après, qui est assez mystérieux, qui s'appelle La Ralentie. Je vous en dis pas trop. On en discutera après, j'aurai des petites questions à vous poser. La ralentie. Ralentie, on tâte le pouls des choses. On y ronfle. On a tout le temps. Tranquillement, toute la vie. On gobe les sons. On les gobe tranquillement. Toute la vie. On vit dans son soulier. On y fait le ménage. On n'a plus besoin de se serrer. On a tout le temps. On déguste. On rit dans son poing. On ne croit plus qu'on sait. On n'a plus besoin de compter. On est heureuse en buvant. On est heureuse en ne buvant pas. On fait la perle. On est. On a le temps. On est la ralentie. On est sorti des courants d'air. On a le sourire du sabot. On n'est plus fatigué. On n'est plus touché. On a des genoux au bout des pieds. On n'a plus honte sous la cloche. On a vendu ses monts. On a posé son œuf. On a posé ses nerfs. Quelqu'un dit. Quelqu'un n'est plus fatigué. Quelqu'un n'écoute plus. Quelqu'un n'a plus besoin d'aide. Quelqu'un n'est plus tendu. Quelqu'un n'attend plus. L'un crie, l'autre obstacle. Quelqu'un roule, dort, coud. Est-ce toi ? Ne peut plus, n'a plus part à rien, quelqu'un. Quelque chose contraint quelqu'un. Soleil ou lune, ou forêt, ou bien troupeau, foule ou ville, quelqu'un n'aime pas ses compagnons de voyage. N'a pas choisi, ne reconnaît pas, ne goûte pas. Princesse de marée basse a rendu ses griffes. N'a plus le courage de comprendre. N'a plus le cœur à avoir raison. Ne résiste plus. Les poutres tremblent et c'est vous. Le ciel est noir et c'est vous. Le verre casse et c'est vous. On a perdu le secret des hommes. Il joue la pièce en étranger. Un page dit bé et un mouton lui présente un plateau. Fatigue, fatigue, froid partout. Oh, fagot de mes 12 ans, où crépitez-vous maintenant ? On a son creux ailleurs.
On a cédé sa place à l'ombre par fatigue, par goût du rond. On entend au loin la rumeur de l'asclépiade, la fleur géante, ou bien une voix soudain vient vous bramer au cœur. On recueille ses disparus. Venez, venez. Tandis qu'on cherche sa clé dans l'horizon, on a la noyée au cou, qui est morte dans l'eau irrespirable. Elle traîne, comme elle traîne. Elle n'a cure de nos soucis, elle a trop de désespoir. Elle ne se rend qu'à sa douleur. Ô misère, ô martyr, le cou serré sans trêve par la noyée. On sent la courbure de la terre. On a désormais les cheveux qui ondulent naturellement. On ne trahit plus le sol, on ne trahit plus la blette, on est sœur par l'eau et par la feuille. On n'a plus le regard de son œil, on n'a plus la main de son bras. On n'est plus vaine, on n'envie plus, on n'est plus envié. On ne travaille plus, le tricot est là, tout fait, partout. On a signé sa dernière feuille, c'est le départ des papillons. On ne rêve plus, on est rêvé. Silence. On n'est plus pressé de savoir. C'est la voix de l'étendue qui parle aux ongles et à l'os. Enfin, chez soi, dans le pur, atteinte du dard de la douceur. On regarde les vagues dans les yeux, elles ne peuvent plus tromper, elles se retirent déçues du flanc du navire. On sait les caresser, on sait qu'elles ont honte, elles aussi. Épuisées comme on les voit désemparées. Une rose descend de la nue et s'offre aux pèlerins. Parfois, rarement, combien rarement. Les lustres n'ont pas de mousse, ni le front de musique. Horreur, horreur sans objet. Poche, caverne toujours grandissante. Loques des cieux et de la terre, monde avalé sans profit, sans goût, et rien que pour avaler. Une veilleuse m'écoute. Tu dis, fait-elle, tu dis la juste vérité, voilà ce que j'aime en toi. Ce sont les propres paroles de la veilleuse. On m'enfonçait dans des cannes creuses. Le monde se vengeait. On m'enfonçait dans des cannes creuses, dans des aiguilles et de seringues. On ne voulait pas me voir arriver au soleil où j'avais pris rendez-vous. Et je me disais, sortirai-je, ou bien ne sortirai-je jamais, jamais. Les gémissements sont plus forts loin de la mer, comme quand le jeune homme qu'on aime s'éloigne d'un air pincé. Il est d'une grande importance qu'une femme se couche tôt pour pleurer, sans quoi elle serait trop accablée. Ça, c'est le début. Ça continue. C'est le début d'un texte. C'est que le début, c'est la première moitié d'un texte qui se déroule encore sur ce mode. Et ça, voilà. Je sais pas, moi j'ai. Alors il se met dans la peau d'un personnage a priori féminin. J'ai l'impression. Alors il écrivait beaucoup sous substance. Donc voilà, je sais pas ce que ça vous a évoqué. Vous connaissez Henri Michaud un peu ou pas? Un petit peu, ouais. Un peu. Je suis pas spéciale. Moi je connaissais un poème d'Henri Michaud. J'en connais un, le grand Contre. combat. Moi c'est Contre, que j'adore. Que j'avais découvert adolescente à l'école. C'était un poème de révolte contre. Vraiment un poème de révolte quoi, mais Ouais, tellement c'est fort vraiment- ce poème, magnifique. J'aime bien, c'était Toi, le c'est grand le grand combat. combat. Le grand combat, mais c'est Le grand combat. le grand combat, c'est un poème complètement. C'est que des néologismes. Bah, Ah, Dans oui. Parouille, le il nom du tosque livre. contre terre, il est pratel, il est L'espace du dedans. L'espace du C'est ça, bah, Contre, c'est ça. Et c'est Le grand combat, je crois qu'il y est. c'est très drôle à apprendre parce que du coup on apprend que des mots qu'on ne comprend pas. Et j'avais appris, je sais plus si en primaire, je pense que c'était en primaire. Ah oui, c'est Ah, c'est non, très c'est très le dense quoi. collège, C'est de la le poésie. collège, au lycée, mais bon, Contre c'est un peu plus dur quoi, c'est plus une révolte T'as et bien l'image. c'est Ah, t'as carrément bien l'image. très agressif. Ouais, c'est ça. Mais ça reste un peu sur Là, ce mode-là. c'était violent, mais c'était drôle. Oui, Ça restait voilà. très drôle. Oui, l'autre, C'était il est le Ouais, grand puis combat. on a l'impression que ça va jamais, Ah non, ça va mais jamais fort. s'arrêter quoi. C'est toujours très concentré et très inattendu.
Et Le Grand Combat, je crois qu'il est aussi dans cette édition. Mais il y a plein de recueils qui sont compilés dans ces pages choisies. Et je crois pas qu'il y a tous les recueils, mais il y a le best-of d'Henri Michaud, on va dire. Ah ouais, ça je me le... C'est Gallimard. C'est NRF Poésie Gallimard, exactement. Et donc voilà, on chemine, on va continuer notre voyage avec ton texte, Laura. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Mademoiselle Palmer? Alors, Mademoiselle Palmer, c'est un personnage qui est mon avatar scénique, personnage que j'ai inventé pour un événement qui s'appelle le Bordel de la Poésie. Tu entends? Et donc Margot est la nouvelle madame. Et ce personnage, j'ai décidé donc d'écrire un texte de théâtre pour porter la poésie sur scène et de montrer ainsi qu'elle est absolument accessible à tout le monde, contemporaine, vivante, en tout cas je l'espère. Vivante c'est sûr en ce qui me concerne, vibrante c'est à vérifier en spectacle. Et du coup, vu qu'on est en vraiment très petit comité, je vais m'auto-mettre en danger en faisant un exercice de style. Là, je me dis que je vais vous livrer tout ça en discussion. J'ai fait un montage du coup d'extraits du texte pour coller au thème que m'avait proposé Margot, qui est le voyage immobile. Donc je vais vous dire déjà que j'aime beaucoup les bars. Moi j'aime beaucoup quand on se retrouve comme ça autour de verres. Et ce qui me plaît le plus, c'est de m'amuser à observer tous ces individus qui forment une sorte de chenille aux 1000 couleurs parsemées, qui perforent un peu le brouillard et éclaircissent le futur. Et c'est justement dans un bar que je fais la connaissance de Lady Blue. C'est une extravagante jeune femme anglaise, avide de voyage et nomade, et traductrice là où on a besoin d'elle. La fluidité d'une amitié se fait sentir, et elle me propose de l'accompagner sur son prochain projet en Thaïlande. Et j'arrive donc de l'autre côté du monde, à Bangkok. Bangkok et sa fureur de sons. Des temples, églises et mosquées s'envolent, des prières, des gongs, mélopées, musique, symphonie qui se mêlent à la virulence du trafic et des stands de rue. Mais sans cacophonie pourtant. Une quiétude qui s'accommode avec l'humidité. Je fais des rencontres étonnantes et parcours le Chao Phraya et s'héberge aux décors hétéroclites. Des barques en bois de fortune, aux watts à toit d'or, qui s'éclairent de la courbe du soleil. Des hauts buildings aux enfants qui affrontent la pollution du fleuve fesses nues. Car oui, un élément récurrent cependant, les portraits du roi sillonnent toute la ville. Un matin à 9h, à la gare centrale, nous voilà d'ailleurs debout comme le reste de la foule, car c'est l'heure de la parade militaire en hommage au souverain. Puis 5 minutes plus tard, nous prenons le train qui nous mène au nord, à Chiang Mai, pour un voyage de 11 heures à travers tout le pays. Écrire, comme une transfusion salutaire de fantômes utopiques. Loin de tout, excepté la matière brute et à disposition d'un nouveau pays à caresser du coin des phalanges, la douceur rose du ciel, le rêve en dehors de la fenêtre, l'arbre et ses herbes secrètes, sol vierge pour de nouvelles marches. La joie se marre entre des bras ouverts. Une bonté s'abat sur ce que les hommes appellent paysage. Et mon cœur a oublié sa langue maternelle. Y a-t-il plus simple présent que cet unique espace offert au vent? Alors si je prends une feuille de bois et que je la laisse tourner sur mon ventre, mon âme sera-t-elle la boussole d'elle-même, la flottaison du passage, pour arquer ses mollets en passerelle, les seins en bulles de savon qui éclatent au firmament, écraser la peur d'un pouce aguerri, jouir sous un tapis d'épices. Nous revenons à Paris 1 mois plus tard. Paris qui est bien agité depuis que des troubles ont éclaté, donnant lieu à des débats, des discussions houleuses, des drapeaux tricolores, des manifestations, des contre-manifestations. Chacun défend son opinion avec hargne. Les mots droits de l'homme, nation,
radicalisation, Occident, frontières, modèles, intégration se jettent comme des parpaings. Mais le plus important de tout, c'est la liberté. Il est partout. Il est à lui seul un argument. Un soir, des amis en assemblée le vocifèrent comme s'ils en étaient les inventeurs, et j'explose. Globe de fer ancré dans le marbre d'une table. Tourbillon de ferraille assourdissant, arrêté net par un doigt suintant. Le gras des bêtes et les muqueuses de fleurs moites. Phalange pas si anonyme, pouvoir de parc, loin du mythe, système monétaire moderne. Voilà qu'un point sur la carte devient contour évaporé, sous l'orchestre des rires là de Bourbon vieillis. L'histoire s'effondre avec la mélodie des bombes. Les bois antiques vibrent en haut du long building, et rien n'use le bal des costards d'ivoire. La fête, la fête, la fête et l'or brille, plus que les étoiles mortes au fond du nouveau ciel postère. Au paroxysme de l'orgie, s'ouvre la gueule des gargouilles, déversant l'alcool de sperme tout frais au peuple sans dents, venu assouvir sa faim sous des fontaines d'argent à valeur d'hologramme. Dansons, dansons, l'injustice, cette illusion, fait donc nous aussi notre condition d'âme foulée aux pieds pour entretenir le passé et la mémoire des esclaves, morts pour que nous parvienne l'idée de l'espoir. Bouffons les excréments écrémés de la pourriture des saisons en intraveineuse, dans les mamelles et les poumons. Rions des blagues en conserve et acceptons d'être les cloportes bénévoles des grandes décisions. Le globe de fer continue sur sa lancée, tournant et tournant toujours et plus vite dans l'axe des désespérés volontaires. Liberté, liberté. Je crie ton nom, et l'abîme me répond. Je ne suis pas très bien accueillie. Je suis qualifiée d'ingrate, d'accord, mais envers qui ? Je ravale ma peine et ma colère pour les sacrifier de nos si belles démocraties éparpillées aux quatre coins de l'hémisphère et qui semblent ne pas trouver grâce aux yeux de mes concitoyens. Une seule solution, la route. Laisser mes pieds se libérer des maillons du questionnement. Heureux, celui qui n'a pas de patrie, car il la voit encore dans ses rêves, comme a écrit Hannah Arendt dans un poème. La route, toujours, pour pallier sa propre incapacité, chercher l'embûche, vagabonder. Ah oui, elle vagabonde, la misérable. Au milieu des terres de fantômes et des épis de blé, usés par l'insouciance. Elle vagabonde, cette misérable. L'envie est dans le coma de l'Occident, cachée au fond d'un hôpital en ruine. Par les villes de longues robes rouges assassines, les pommettes des enfants et des lunettes en faux diamants gouvernent à présent sur le savoir. Mais elle cherche, la misérable, où le rire subsiste. Ils peuvent bien raser, brûler, piller toutes les forêts pour priver chaque poumon d'oxygène offert, elle sait qu'un cœur volontaire saura toujours marcher. Du vide, il fait sa force, et du rien, il invente le mot beauté. Alors cherche, misérable, cet espoir caché qui depuis longtemps se préserve, fragile et sans relâche attaqué. Lorsque les écrans se taisent, son cri d'égaré perce la crête transparente d'un nuage. Oui, misérable, marche, grimpe jusqu'au sommet là. Tes pupilles se dilateront jusqu'à se rejoindre derrière ton crâne. Et tu absorberas le monde dans son ensemble, sans fragment aucun, et donc sans choix. Tes tympans pousseront jusqu'à tes chevilles, pour qu'enfin vibre l'Amazonie à Paris. Tes cheveux irrigueront la terre jusque dans la bouche des enfants de Gaza. Tandis que tes ongles, en lances infinies, aveugleront les souverains égoïstes, pour qu'une fois ils puissent écouter le tambour vivant d'une poitrine. Et oui, misérable, vagabonde, car une voix qui prend le temps de parler avec l'univers, et celle qui le compose, est une voix éternelle, portant les larmes de la dignité. Dans le cœur de l'auditeur, elle vibre,
d'un long soupir sans regret, tel un souffle, lançant le galop des âmes vers la pensée. Une voix qui accepte de s'élever dans les courants chauds du chant est une voix qu'aucune balle ne peut stopper, aucun mur, aucun procès, une voix que la mort ne peut déchiffrer. Et un corps qui porte cette voix est un pont entre le ciel et le toit. Une voix, des voix, toutes ces voix, multiples, ambitieuses et polyphoniques, en un cri d'amour, un défi, un duel fraternel, pour que plus jamais n'existe le mot ennemi. Oui, la marche fait décanter le passé et ouvre sur la certitude que l'erreur n'existe pas. Le chemin est unique à chacun et se fabrique d'un présent sincère. Dans mon errance, j'apprends beaucoup. Et ce que j'apprends, je le redonne. C'est une contribution bien modeste, mais c'est la mienne, celle de la parole. Merci beaucoup. Bravo. Là, Waouh. c'est hypnotisant. Très beau, très bien. Ouais. Puis il y a beaucoup de matière, Beaucoup de matière. à méditer. Parce que oui, normalement, il y a des petits passages de dialogue, pas de dialogue, mais de paysages. Ah Et oui, du coup, là, oui, ça c'est trois. c'est ça. Il y a plus de parcours entre ces trois. Donc ouais, là, ça a été synthétisé. Mais c'est vachement bien. Ça c'est me donne fort. un shot Oui, c'est un chouette. de connaissances, de révolte, d'envie d'aller percer les limites du crâne. Et du coup, là, on peut te voir jouer quand Bah là, demain. Demain. Demain jeudi, Mm. après-demain vendredi, après-demain samedi et dimanche du coup. C'est C'est ça. 4 jours qui arrivent. J'ai 4 dates, c'est au Bouffon Théâtre, c'est dans le 19e arrondissement, c'est rue de Meaux. Voilà, donc 21h, sauf dimanche, 17h. Et le premier poème est accompagné de percussions pour la Thaïlande. Et le dernier, là, Elle vagabonde et puis une voix, c'est accompagné au piano par une musique originale, puisqu'il y a une pianiste avec moi qui met en musique certains des poèmes. Celui du milieu, il est en voix seule et c'est fait exprès. Parce que voilà, c'est de l'interrogation aussi avec les personnes qui sont en présence, puisque c'est pour le coup un espace-temps clair. C'est maintenant, enfin, pas tout à fait, mais c'est marrant, il y a des gens qui m'ont demandé si c'était la Révolution française. C'est vrai. Ouais, non, Il y c'est avait eu un intéressant. débat, il m'a dit mais là tu parlais de la Révolution française. Non, mais si tu veux, pourquoi pas. En même temps, Intéressant. avant tu parlais de Bangkok et tu parlais aussi des immeubles à Bangkok et de... Ouais. Ça semble un peu anachronique quand on fait attention Ouais. à ce qu'il y a au début du texte. Mais c'est fait exprès, c'est vraiment fait exprès que ce soit un texte où on vogue entre les époques possibles. Mais pour le coup, je suis là, je me dis quand même, non, c'est fait exprès qu'on vogue entre les époques parce que c'est un personnage, je veux qu'il vogue entre des frontières temporelles et frontières spatiales. Pour qu'il n'y en ait plus, du coup, à la fin. Comme ça, il n'y en a pas, et c'est très bien. Mais ça commence en Martinique, on part en Italie, on va à Bangkok, on part à Chypre, un petit moment, on va beaucoup à Malte. Enfin, c'est un spectacle de voyage aussi, et aussi de voyage temporel. Et c'est des voyages que toi tu as fait? Oui, tous. D'accord. Il n'y en a aucun inventé. Et c'est toi qui as écrit? Oui, tout. Pour le coup, sauf quand je cite, là en l'occurrence Hannah Arendt, mais je le dis quand c'est des citations. Voilà, donc... Ouais, c'est Ah, génial. ça donne envie, de venir te voir. Ah bah, avec plaisir. Un Hein. soir. Avec plaisir, ouais. Vous dites que vous étiez aux petites lectures et je vous fais la détaxe dessus, détaxe. Non mais si, c'est vrai, c'est important de faire ça. Bah, avec plaisir, voilà, mais c'est Margot, elle m'a proposé le voyage immobile, j'ai dit ok. Ouais, Bah c'est là, très belle idée. On avait les fesses sur la chaise, mais moi j'avais On est la tête parti, qui tournait hein. un petit peu. C'était vraiment. On est parti en super. plus pas Ouais. qu'en voyage effectivement spatial, mais plus Exactement. pour moi c'était vraiment cette notion de liberté. Puis la voix, mon passage sur la voix, les voix, j'ai adoré. Alors ça, La voix qui dépasse les murs, les trucs. Enfin, c'est un poème que j'aime particulièrement. Parce que bon, des fois ça sort et puis après on se dit ah c'est bien, on n'est pas toujours en conscience quand on écrit.
Et pour le coup, j'y tiens particulièrement parce il a émergé d'une soirée organisée par une poétesse syrienne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ala Mohammad et qui vit en France. Donc peut-être que vous avez pu lire ses recueils, sinon je vous encourage à le faire parce qu'ils sont vraiment bien. Et ça faisait 2 fois que je faisais la minute de silence post-attentat avec elle, complètement par hasard. Et il s'avère qu'elle avait fait cette soirée donc une semaine après le 13 novembre et qu'elle était composée d'artistes syriens et syriennes, souvent exilés dans d'autres pays et qui avaient quand même fait le voyage à Paris une semaine après les attentats pour faire cette soirée où on devait être 40 à tout casser. Et je me suis dit, c'est énorme. Enfin, des personnes qui ont échappé à la guerre en Syrie, qui sont maintenant en Allemagne, en Hollande, qui reviennent à Paris une semaine après les attentats pour simplement faire de la poésie. Enfin, c'était hyper fort, quoi. Et du coup, ce poème leur est complètement dédié, quoi. Ah bah écoute, moi j'en ai des frissons quand on parle, donc ça passe, hein. Ça passe vraiment. Bah, tant mieux, mais parce que c'est d'un courage exemplaire de faire ça. Et en plus, c'était une soirée consacrée justement aux poètes et poétesses emprisonnés en Syrie. Donc c'était, enfin voilà, on sort de là, on se dit bon, je fais des selfies en terrasse en disant vous ne volerez pas ma liberté. Oui. Tranquille. Ouais, tranquille. Ouais, mais on se rend pas compte qu'on vit dans un pays libre, déjà. Ouais, et puis Encore. Encore. Il faut se battre quand même. Il faut se battre tout de suite parce que c'est bien en train de péricliter, quoi. Oui. Voilà. Donc il y a quand même du rabotage de liberté. Oui, tous les jours en un ce peu. moment, ça grignote. Hein. Ouais. Absolument, on fait très Des bien. gros bouts même. Et Même si là, il y a pour des histoires pour la liberté de manifester, apparemment, il y a quand même des trucs enfin, ça a été retoqué au Conseil constitutionnel. C'est pas passé, c'est pas passé. Donc il y a quand même, quelques verrous. Mais quand on les entend dire que le Sénat sert à rien et ce genre de choses. Ils sont fins, hein. Ils sont maigres quand même. Les garde-fous. Ouais, ça commence à se fendiller un peu, quoi. Non, mais de toute façon, là, on est dans le clivage qui est très inquiétant à bien des égards et rassurant de l'autre, mais c'est en train de... Enfin, là, tout le monde est en train de se dire que le compromis, c'est plus possible. Enfin, on arrive à un tel état de scission. À voir, quoi. Mais du coup, diviser pour mieux régner. Merci. Ce genre d'instant, ça permet exactement. de refaire un peu de rassemblement. C'est ça, parce que finalement, la surface réfléchissante de tout ce qui nous arrive, ce qui permet de communiquer et de transmettre son point de vue, sa réalité, les différentes perspectives, celle de côté, celle d'en haut, celle de face, c'est justement la peinture et la poésie et toutes les formes d'art. Et c'est super, c'est essentiel que tous les pressentiments et les observations soient encloses quelque part, sanctuarisées et partagées avec la poésie qui est effectivement pas du qui est un art extrêmement vivant s'il en est, qui peut circuler. Enfin, moi pour le coup là effectivement il y avait un petit trouble sur la temporalité, mais j'ai eu des images très très nettes de taser, de Dieu dans les mains, etc. Et j'ai vu des choses pour le coup actuelles et peut-être que quelqu'un venant d'ailleurs va y projeter aussi les manifestations et révoltes dans son propre pays. C'est marrant parce c'est que vraiment chouette. C'est pas celle actuellement moi que j'avais ressenti, c'était plutôt ce qui s'était passé au moment de Nuit debout et des élections. Mais c'était beaucoup plus ça. Des choses un petit peu plus anciennes en fait. Ouais. Parce que le débat sur très très à vif sur les questions nationales et ce genre de choses, c'est un débat moi que j'ai plus ressenti qu'on sent qui est en train de remonter, mais on n'en débat même plus. Enfin, tellement la marée brune est en train de monter. Enfin, mais au moment des attentats, il y a eu ça, il y a eu une espèce de double courant où il y avait des gens qui voulaient défendre la liberté et en même temps ceux qui étaient à vouloir une espèce de protectionnisme national complètement néant. Mais ce serait bien d'avoir aussi ce qui se fait aux États-Unis au niveau artistique. Je trouve que ça manque en France des téléfilms, des films, des pièces de théâtre, des choses qui aident à digérer le trauma collectivement, en fait, parce que je pense que les gens votent aussi aux extrêmes souvent
par réaction instinctive, mais qu'on peut avoir. On peut avoir une espèce de fermeture quand on est en stress post-traumatique. Là, on parle de C'est trauma très beau ce collectif. qui se passe dehors. Et, Voilà. Alors voilà, pour les auditeurs, Voilà. il y a 3 Voilà. flics. On les a fait venir. Voilà, trois gendarmes armés. On est Alors, 6, on est voilà. Ils nous jettent des yeux, ils nous jettent des regards, ils sont un peu chatouillés. Ils se disent oh là là, on nous regarde depuis une alcôve. Mais je suis tout à fait d'accord. Mais c'est tout le problème de la culture en général aujourd'hui, c'est que tu vois, tu fais un spectacle, tu dois le penser 2 ans à l'avance. C'est fini. Point. Enfin, tout est dit, quoi. C'est-à-dire que si tu veux essayer de faire quelque chose d'actuel, en fait, ce sera de la fausse actualité. Non, mais Ce sera pas à chaud, ce sera pas destiné aux populations hors grande métropole, en vrai, parce que sinon ils vont pas venir, qu'il n'y aura pas les financements, blablabla. Et donc, comme tu dis, digérer le trauma via des œuvres artistiques, dans des œuvres qui sont pas forcément réservées à une certaine élite culturelle déjà initiée, oui, c'est compliqué. C'est C'est compliqué. compliqué, Ou alors c'est et des petites formes de quartier et c'est très bien. Hein. soit ça, soit la forme Mais, téléfilm, si ça, comme ça, pour le coup, c'est ce que font les Américains et Ils vont plus vite. ça fait partie des trucs qu'ils font bien. Mais ils vont plus vite en prod aussi. C'est ça, c'est qu'il y en a un qui pond le scénario, il y a la production derrière, c'est Mais tourné. je sais pas si ça suivrait au niveau de la production justement. En Ce France genre de sujet en France, j'ai l'impression Ah qu'il y a non. une espèce de pudeur. C'est frileux. Ah ouais. C'est très très frileux sur ces trucs-là. Ah non, faut Et pas faire d'écart, faut pas faire d'impair, faut tout bien. faut que ce soit bankable Ah, toi, sûr. tu trouves que moi j'aime bien quand il y a un peu de recul quand même. Quand c'est à chaud comme ça, je sais pas, moi ça me. À chaud, pas forcément, mais au moins, il y a des choses de toute façon qui sont déjà écrites aussi, hein, je pense sur des sujets comme ça, de traumatisme, d'attentats, je suis sûre qu'il y a déjà des textes là qui ne me viennent pas spontanément à l'esprit, mais ça fait tellement longtemps qu'il y en a eu en France, on a eu la vague de 95, il y a eu ce qui s'est passé avant 85, il y a certainement eu des œuvres qui ont été, faites qui ont fait. Mais du coup, ça pourrait être intéressant d'en voir remonter parce qu'il y a certainement un besoin aussi de... Après, il y a Djihad qui cartonne, que j'ai pas vu. Mais J'ai pas vu. Djihad, c'est une pièce qui cartonne vraiment, c'est une comédie autour du djihadisme. Je ne l'ai pas vu encore, mais en tout cas, ça c'est intéressant d'avoir justement des gens qui arrivent à mettre des mots là-dessus et Oui, comme Alex Dutroux. permettre... Après, oui, c'est Il sûr. y a des pentes aussi avec Vernon Subutex qui s'en fait l'empreinte. Et de façon assez pudique et assez intéressante. Mais... On va pas spoiler, mais pour Oui. ceux qui ne l'ont pas lu, mais... Je l'ai pas lu, mais vous me donnez envie là. Il est très bien. Vraiment, c'est des vraiment pentes bien. de non-vie. Enfin, Non, mais c'est très très bien, pardon. Celui dont on a lu un extrait la dernière fois. Ouais, c'était King Kong Theory. King Kong Theory, celui-là j'ai lu, mais je me suis pas encore plongée dans ces romans. C'est là c'est intéressant en plus parce que c'est assez différent de ce qu'elle a pu écrire avant. Il y a eu un avant et un après King Kong Theory. Et là c'est vrai qu'elle est dans... Enfin, ça c'est encore une autre discussion, mais c'est une histoire qui est assez simple et c'est vrai que tout ce qui a eu lieu, notamment autour du 13 novembre, à un moment donné, c'est vivant, c'est dans la matière du livre, c'est partagé par tous les personnages qui font partie d'un milieu plutôt interlope parisien, mais pas que. Et il y a un point de vue qui est... Enfin, il y a un regard qui est quand même posé sur l'atmosphère qui a changé, les perceptions de la ville qui ont changé. Et Vernon Subutex, c'est un livre de détente. Il y a 3 tomes, mais ça se lit très facilement et il y a effectivement des personnages qui sont en plein dans la vague identitaire extrême droite, en plein Paris. Je voulais juste vous remercier pour tous ces textes partagés. Je voulais te remercier Cathy pour nous accueillir. Voilà. Merci à vous d'être venus chez moi. C'est chouette. Merci pour tout. Et C'était très cool.